Mesdames et messieurs, nous sommes le 28 février, édition spéciale. Cette nuit, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes massives contre des cibles en Iran. Dans le ciel au-dessus de Téhéran, il y a des lueurs, de la fumée, des sirènes. En Israël, les cours d'école sont vides, le ciel est fermé, les gens se trouvent près des abris anti-bombes. D'ici la fin de cette édition, vous entendrez non seulement ce qui s'est déjà passé, mais aussi comment cette nuit pourrait affecter l'économie mondiale et votre portefeuille, ainsi que la politique à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis d'Amérique. Au cours de cette émission, nous aborderons 3 scénarios pour l'avenir. D'un échange limité de frappes à une tentative de changement de régime à Téhéran, ainsi que le risque d'une nouvelle récession mondiale. D'après des sources ouvertes, la frappe a visé environ une trentaine d'objectifs, y compris les résidences des plus hauts dirigeants, des installations du corps des gardiens de la révolution islamique, des positions de défense aérienne et des aérodromes militaires. Parmi les cibles figurait le complexe présidentiel à Téhéran et le quartier du bureau du guide suprême Ali Khamenei. On rapporte également une explosion et le fait qu'il a été évacué à l'avance vers un endroit sûr. Un autre volet de l'opération consiste en une attaque contre la base intellectuelle du programme nucléaire iranien. Les fuites et les publications s'accordent à dire que les premières heures ont été consacrées à l'élimination ciblée des principaux scientifiques nucléaires. À partir de l'ancien chef de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, Abbassi Davani, ainsi que d'autres physiciens et ingénieurs qui figuraient sur les listes de sanctions. Les États-Unis parlent de 9, d'autres évoquent 14 scientifiques et spécialistes associés tués. L'Iran n'en reconnaît que certains, les qualifiant de martyrs de la science, et bien sûr, il cache la liste complète, comme toujours. Passons maintenant à Israël. Le gouvernement instaure l'état d'urgence, l'espace aérien est fermé, les écoles et une partie des lieux de travail reprennent leurs activités. Les citoyens sont invités à rester près des abris et à suivre les instructions de la défense civile. Le pays vit dans l'attente, tout le monde est convaincu qu'une réponse viendra, et la seule question est de savoir quand et d'où elle viendra. À Téhéran, les gens font la queue, aux stations-service, achètent des provisions et retirent de l'argent liquide. Pendant des mois, de difficiles négociations sur le programme nucléaire ont eu lieu, avec des menaces d'échec et des ultimatums. Les États-Unis renforçaient leur présence militaire, amenaient des groupes aéronavals, lançaient la défense aérienne et mettaient en place la logistique. En réalité, tout cela préparait une longue campagne, et cette nuit, la diplomatie a été remplacée par des missiles et des bombes. Désormais, le rôle des États-Unis et de Donald Trump. L'Amérique n'est pas un simple spectateur ni un soutien, mais le co-réalisateur de cette opération. Trump a tracé une ligne rouge. Pas d'armes nucléaires iraniennes, pas de programme de missiles complet et pas de réseau de proxy impuni. Parce que soi-disant, les autres y auraient un droit, mais pas eux. Parce qu'ils disent chaque jour, chaque heure, que dès qu'ils auront cela, ils expliquent ce qu'ils vont en faire, et nous les croyons. Pendant des mois, Donald Trump répétait « Soit Téhéran accepte un grand accord, soit il fera face à de lourdes conséquences ». Sous cette rhétorique, 2 actions étaient menées. La diplomatie via des médiateurs et des discussions sur des conditions strictes pour l'uranium, les missiles et les groupes par procuration. Eh bien, comme on dit, un accord sous la menace d'une arme. Une préparation militaire était en cours. Forces déployées, logistique organisée, un colonel des forces spéciales prêt. Le plan B. Pour Trump, une frappe contre l'Iran résout plusieurs problèmes internes. Cela renforce son image de leader fort, consolide le camp républicain et lance un défi à ses détracteurs au Congrès qui tentaient de limiter ses pouvoirs en matière d'usage de la force. En frappant, Trump s'adresse non seulement à Téhéran, mais aussi à Washington. « Je suis le commandant en chef. Si je pense qu'il faut agir, j'agirai. » Mais il y a aussi un revers de la médaille. Mesdames et messieurs, une partie de l'électorat, fatigué des guerres, ne veut pas d'un nouvel Irak. Ils sont pour une rhétorique ferme, mais pas pour une occupation de longue durée. C'est pourquoi une formule est née, une frappe limitée mais douloureuse, pas une guerre, mais pas non plus ce que la Russie appelle une opération militaire spéciale. Autrement dit, frapper fort, mais sans assumer la responsabilité de garantir le changement de régime ni de mener une longue campagne. Le schéma est le suivant. D'abord la frappe, puis, comme on s'y attend à Washington, un Iran affaibli revient à la table des négociations.
Le principal risque, bien sûr, c'est que l'adversaire puisse ne pas accepter ce scénario et qu'une frappe limitée se transforme en une escalade incontrôlable. Bien sûr, il y est fortement poussé par les Russes. Maintenant donc, poursuivons. L'Iran déclare officiellement que la réponse sera écrasante, mais ce n'est pas ce qu'ils disent à chaque fois. Missiles et drones visent les infrastructures israéliennes, des groupes proxy frappent les bases américaines et la navigation est sous pression autour du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, trois scénarios de base se dessinent. Le premier est un échange limité de frappes. L'Iran répond par une série d'attaques, mais ne va pas jusqu'au maximum. L'objectif essaie de sauver la face et de s'arrêter avant le point de non-retour. C'est précisément ce scénario qui est actuellement considéré comme le plus probable. Le deuxième scénario est une guerre régionale de grande ampleur. L'Iran va plus loin, lance des frappes massives sur le territoire et les infrastructures d'Israël, le Hezbollah ouvre le front nord, et ainsi de suite. Et le troisième, c'est une grande guerre, avec une tentative de changement de régime à Téhéran. Les États-Unis passent de frappes ciblées à la destruction systématique de l'infrastructure militaire et politique. L'Iran répond en lançant le maximum de missiles possibles sur Israël, en tentant de bloquer le détroit d'Ormuz et en frappant les infrastructures des pays du Golfe. Ce scénario est bien sûr peu probable pour le moment, mais tout peut arriver. Un autre aspect qui concerne chacun personnellement, c'est l'économie. Le prix de l'essence, les tarifs, les crédits et le risque. Avec la nouvelle récession mondiale après les frappes sur l'Iran, le prix du pétrole a déjà commencé à augmenter. Si tout se limite à des objectifs militaires, je veux dire des échanges de tirs, des frappes, alors le monde vivra probablement avec un pétrole à 70-80 $ le baril, une inflation élevée, mais sans effondrement mondial immédiat. Si des attaques contre des pétroliers et des terminaux commencent, une paralysie partielle du détroit pourrait faire monter le prix du pétrole à 100 $. Et plus, ralentir la baisse des taux, rendre les crédits plus chers et freiner l'économie des États-Unis et de l'Europe. Un conflit qui semble lointain sera ressenti par chacun à travers l'activité des entreprises et les dépenses quotidiennes. Si la réponse de l'Iran est limitée, sans victimes massives ni choc pétrolier, Donald Trump dira « J'ai montré ma force, j'ai arrêté l'Iran, j'ai évité à l'Amérique une grande guerre ». Mais s'il y a une frappe qui bouleverse l'opinion publique, si le prix du pétrole grimpe au point de faire grincer l'économie, et si l'on commence à parler de nouveaux cercueils qui rentrent au pays, alors une frappe contre l'Iran deviendra un coup contre Donald Trump lui-même. On l'accusera d'avoir entraîné le pays dans une guerre totalement inutile et d'avoir sous-estimé le risque d'escalade. Les chances d'une très grande guerre ont augmenté, mais elles restent pour l'instant inférieures à celles d'une escalade dure mais contrôlée qui aura lieu et pourra ensuite être freinée. Nous assistons à un moment où le destin d'une région peut changer la trajectoire du monde entier. Dans cette édition spéciale, je souhaite conclure sur une note d'inquiétude, mais aussi d'opportunité. Tout foyer de crise comme celui-ci, toute crise est en fait un tournant. Ce n'est pas seulement un risque, mais aussi une chance de changer, de modifier la trajectoire de la région. Tout d'abord, tous les acteurs clés partagent une motivation commune, dont on ne parle pas dans les gros titres. Aucun d'entre eux ne veut d'une guerre totale et prolongée avec le pétrole à 120 du détroit d'Ormuz fermé et d'une récession mondiale. C'est précisément cette peur, avant tout économique, qui peut devenir le principal moteur d'une nouvelle diplomatie. Deuxièmement, il existe déjà une infrastructure pour les négociations. Oman, le Qatar, la Turquie, les pays européens, la Chine ont servi ces dernières années de médiateurs entre l'Iran, les États-Unis et les pays occidentaux. Et ces canaux n'ont pas disparu après le premier choc. C'est précisément par ces canaux qu'on peut essayer de transformer les frappes actuelles non pas en prélude à une grande guerre, mais en point de départ de négociations difficiles, désagréables, mais tout de même des négociations sur de nouvelles règles du jeu. Troisièmement, la région dispose d'un exemple réussi, la normalisation entre l'Iran et l'Arabie saoudite avec la médiation de Pékin. À l'époque aussi, on disait que c'était impossible, mais lorsque le coût du conflit est devenu trop élevé, les parties ont trouvé une formule qui leur permettait de ne pas s'aimer, mais de ne pas se tirer dessus non plus. Aujourd'hui, une logique similaire pourrait pousser à la création d'un système de sécurité régional plus large, incluant l'Iran, les pays du Golfe, Israël et peut-être
des acteurs extérieurs, ou peut-être sans eux. Le scénario optimiste serait le suivant. L'Iran riposte de manière suffisante pour sauver la face, mais sans franchir la ligne rouge d'une guerre totale. Les États-Unis et Israël, ayant démontré leur force, constatent l'effet obtenu et sont prêts à discuter d'une pause. Les pays du Golfe, l'Europe et les médiateurs d'Oman, d'Ankara et du Qatar mettent sur la table l'idée d'un régime de restrictions mutuelles limité dans le temps. Eh bien, concernant les frappes par procuration, les missiles, le niveau d'activité nucléaire, en échange d'allègements économiques et de garanties de sécurité. Ce ne sera pas un beau traité de paix. Pas de Versailles avec musique et parade. Ce sera une architecture sale, complexe et de compromis. Si le monde parvient à s'arrêter au bord du gouffre et à faire de cette nuit non pas le début d'une grande guerre, mais un point à partir duquel commenceront de sérieuses discussions sur un nouveau système de sécurité au Moyen-Orient. Ce sera un signal bien au-delà de la région, un signal que même à l'époque de la concurrence féroce, l'humanité possède encore un instinct de survie. Nous sommes capables non seulement d'appuyer sur les boutons, mais aussi de retirer la main au dernier moment. Si ce scénario l'emporte, cette crise pourrait paradoxalement devenir le début d'un ordre plus stable, bien que très complexe, dans l'une des régions les plus explosives du monde. C'est pourquoi il est important de suivre cette histoire non seulement par crainte, mais aussi avec un espoir discret. Il se peut qu'en ce moment même, non seulement le scénario d'une nouvelle guerre soit en train de s'écrire, mais aussi l'ébauche d'un futur monde, qui n'a pas encore été annulé. Sur ce, je vous dis au revoir, et pour aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres informations, mais je continuerai à vous tenir au courant et j'essaierai d'expliquer. Non seulement, comme on dit, non seulement rapporter ce qui se passe, mais aussi expliquer, expliquer. Mais qu'est-ce que tout cela signifie réellement, et quelles sont nos chances pour la suite? Alors, mesdames et messieurs, à très bientôt.